À tous ceux qui ne comprennent pas qu'on leur parle de Noël en novembre, on vous conseille de vous boucher les oreilles. Musique. Par contre, à vous qui aimez bien que Noël commence en novembre, on vous comprend, parce qu'entre nous, il sert à rien ce mois, non? C'est pour ça que les chocolats de Noël Kinder sont déjà chez Intermarché, et le deuxième est à moins 50%, et c'est aussi en drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 13 novembre, sur le moins cher des deux, hors rayon confiserie, tablettes de chocolat, glace, biscuits et produits frais. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Isabelle au 3921. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Isabelle? Donc j'appelle d'un petit village à côté de Toulouse. D'accord. Et quel âge avez-vous? Alors j'ai 58 ans. Oui. De quoi allez-vous nous parler Isabelle? Donc je vais évoquer le parcours de vie de ma fille Amandine Oui. qui s'est suicidée le 4 juillet 2021 à l'âge de 27 ans. Mon Dieu, mais que s'est-il passé? Donc son histoire n'est malheureusement pas isolée. Donc Amandine, après avoir passé une enfance sans problème particulier, juste on va dire quelques problèmes d'alimentation, à l'adolescence, son comportement a changé. À l'âge de 13 ans, elle est en cinquième, son comportement change du jour au lendemain. Elle commence à répondre, à être insolente. Euh, Amandine est une petite fille que nous avons adoptée, donc on se dit que peut-être l'adoption fait des soucis, qu'elle a un problème d'identité, mais on redouble d'attention, on essaie de comprendre, de la rassurer, de donner de l'amour. Mais néanmoins, dans ses premières colères, ou du coup dans sa première colère, moi personnellement, je perçois dans son regard un message que je ne décrypte pas, quelque chose de bizarre. Petit à petit, les troubles du comportement s'intensifient, elle répond, elle est de plus en plus insolente, elle jette des objets, elle est intolérante à la frustration et les résultats scolaires s'effondrent. Elle était Cependant, tout de même attentive euh, à l'école. Elle arrivait à suivre les cours. oui, Tout ça a été oui, du concret pour elle? justement, au collège, elle reste réservée, timide, même effacée, mais cela n'inquiète pas ses professeurs. En fait, ce qui attire l'attention des professeurs, c'est surtout les élèves qui perturbent la classe. Amandine, elle était l'inverse, elle était très très effacée. D'ailleurs, ses professeurs pouvaient dire qu'il ne fallait pas l'oublier. Elle était donc très timide. Oui, en classe, elle paraissait timide, en tout cas réservée, effacée. Elle ne se faisait pas remarquer en tout cas. D'accord. Petit à petit, donc, elle a 15 ans. La violence est toujours là, de plus en plus forte. Elle répond toujours autant. Et donc, je réussis à la convaincre d'aller consulter une psychiatre. Moi, personnellement, je suis toujours persuadée que quelque chose ne fonctionne pas et que ce n'est pas l'adolescence. Donc, je l'amène voir cette psychiatre. Durant 2 ans et demi environ, tous les 15 jours environ, elle restera pratiquement mutique lors des consultations. Ah oui, elle n'accepte pas le jeu Non, de l'échange. elle y va en fait parce qu'elle pense qu'ainsi je vais dépenser de l'argent pour rien. Et elle y va parce qu'elle est contrainte, elle est mineure, mais elle refuse de parler. Moi, j'espère désespérément que la psychiatre va amener un élément de réponse, parce qu'à la maison, c'est désespérant. On ne sait pas comment faire, mais rien. Bon, Amandine entame quand même une formation en seconde en lycée pro. Elle a choisi une filière cuisine qui ne lui correspond absolument pas. Mais bon, on se dit que c'est pas grave, hein, elle pourra changer d'orientation. Voilà, on verra bien. Son comportement continue à rester normal en classe, Mhm. sauf qu'elle ne travaille pas du tout. Elle n'a aucune motivation. Bon, faut dire aussi que les résultats qui étaient bons au collège et qui ont commencé à s'effondrer en troisième, là, continue à vraiment chuter, puisqu'elle ne travaille plus du tout. Mais elle reste calme en classe, donc ses professeurs se disent juste que c'est une adaptation, qu'il faut lui donner du temps, et bon, ça reste quand même compliqué.
À la maison, par contre, sa chambre est en miettes. Voilà, elle hurle, elle casse, elle insulte. Et surtout, elle répète en boucle des phrases type. Voilà, du genre à travers mes lunettes, j'y vois flou. Il y a toujours des plis sur les vêtements, mais toujours sur les mêmes vêtements. Voilà, elle met en place quelque chose d'un peu bizarre, où elle peut dire que quelqu'un bouge les bibelots de sa chambre. Voilà, et c'est toujours la même chose. Elle répète toujours ces mêmes phrases en boucle. Donc le temps passe, elle a 17 ans, elle va toujours chez la psychiatre, mais qui, devant son mutisme, un jour me dit qu'elle est obligée d'arrêter la prise en charge, car Amandine n'est pas partie prenante de ses soins, et que du coup ça ne sert à rien. Elle me dit qu'il est trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une adolescence exacerbée, Mhm. et dans ce cas ça va passer, ou peut-être d'un autre trouble, mais qu'il est trop tôt. Voilà, donc elle ne pose pas de diagnostic. Voilà, elle dit que c'est pas possible à cet âge-là de faire un diagnostic. Donc à la maison, la situation se dégrade, il y a des tensions entre moi et son papa, on n'est pas forcément d'accord sur la façon de faire. Moi, je reste persuadée qu'il y a un souci qui pour l'instant n'est pas décrypté. Et son papa, lui, pense que c'est plus éducatif et que peut-être on n'est pas assez sévère, qu'on ne pose pas assez de cadre. Et en même temps, il faut protéger son petit frère. Bon, pour moi, c'est très compliqué, c'est la chute dans le vide. Je ne sais plus quoi faire. Plus de psychiatre, plus rien. C'est la première chute dans le vide. Puis Amandine ne va plus en cours. Je découvre qu'elle prend de la drogue, elle fugue, la violence est constante et nous contraint à interpeller la gendarmerie. Et elle va faire des allers-retours aux urgences psychiatriques. Elle a 17 ans, elle arrive à donner le change, c'est-à-dire que quand elle arrive à l'hôpital, elle s'est calmée. Elle va parler de problèmes familiales et il n'y a pas de suite. Voilà, les psychiatres disent que c'est un problème familial, ça va passer. Moi, je les interpelle devant la violence, ça va passer. Bon, désespérée, j'interpelle les services sociaux, les psychologues, le médecin scolaire, la maison de l'adolescence. Je saisis le juge des enfants pour essayer de trouver une solution ou une prise en charge à l'extérieur de la maison. Mais là, on me répond qu'elle a de la chance d'avoir des parents qui s'occupent d'elle, que d'autres enfants sont plus en difficulté, qu'ils ne pourront rien faire de plus que ce que j'ai fait. Et donc, le néant. Des appels au secours, sans suite. Face à ces murs de silence et persuadée qu'il y a un dysfonctionnement grave dans le comportement de ma fille, Oui. Je me mets à noter tout ce qui se passe. Voilà, je prends des notes. Et justement, je me permets de le dire, ces notes me permettront d'écrire un livre qui est sorti le 26 octobre sur son histoire. Amandine va avoir 18 ans. Son discours est le même qu'à 13 ans. Elle n'a pas changé. Elle voit toujours flou dans ses lunettes, les bibelots bougent. Enfin, c'est toujours le même discours, des choses en boucle. Quelque chose dysfonctionne, ça j'en sais, mais ça passe inaperçu. Elle a 18 ans, la famille est en miettes, je n'ai que l'amour à offrir et je vois bien que ce n'est qu'un pansement inefficace. Je ne peux plus rien faire. Elle est majeure. Donc là, se pose le problème de, oui, elle est majeure. Donc je ne peux plus la contraindre à rien du tout. À force de persévérance, j'arrive à l'inscrire à nouveau dans un projet professionnel, celui de prothésiste dentaire. Du coup, elle est hors de Toulouse, elle est éloignée de la maison, donc ça fait un moment de répit. Elle ne va rentrer que le week-end et les vacances scolaires, ce qui nous permet de respirer un peu. Mais quand elle revient, il faut serrer les dents, parce que c'est à nouveau de la violence verbale, des colères, une intolérance à la frustration, l'incapacité de répondre à des cadres, et puis toujours ces colères face à ces plis sur les vêtements, cette sélectivité alimentaire, c'est-à-dire elle mange que deux ou trois aliments.
et qu'elle mange en boucle. C'est-à-dire? Alors, par exemple, elle mange du jambon et, du pain ou du Saint-Agur. Et elle n'a que cette alimentation. Puis, quelques temps après, elle va changer. Elle va prendre, par exemple, du maïs et de la tomate. Et elle ne mange que ça. Elle, elle me rend responsable voilà, de tout ce qui peut se passer, la couleur du jambon. Bon, voilà, voilà, elle tourne en boucle toujours les mêmes choses. Elle commence à passer des heures sous la douche. Elle lave et elle relave ses cheveux plusieurs fois par jour. On reçoit ses amis pour essayer, voilà, de un peu détendre l'atmosphère, se dire Elle que... a des amis quand même? Elle arrive à avoir des amis? Alors, elle a des amis, elle a des amoureux Ah qui oui, ont quand tous même. qui ont tous le même profil, c'est-à-dire qu'elle a une emprise sur eux. Elle leur interdit de parler, enfin elle les rend mythiques en fait. Voilà, elle a le même comportement sur tous ses amoureux, on va dire. Et même le fait qu'ils soient à la maison, elle s'en fout. Ça, ça l'arrête pas. Voilà, elle continue même devant eux ben, à avoir ses exigences, à avoir ses actes de violence. Voilà, ça l'arrête pas. Pourtant, moi, sur son visage, moi, je lis la souffrance. Ça, c'est sûr. Son regard est noir, elle est tendue. C'est sûr, elle souffre. Ça, c'est sûr. Et puis, elle se met à raconter des histoires de plus en plus tordues, comme par exemple qu'elle est partie pique-niquer avec des amis, qu'elle a mangé un cerf qu'elle a capturé dans la forêt, Ah oui. qu'elle voit des écritures mayas sur le visage Des gens. de ses amis, oui, Oui. qu'elle a des visions. Elle a l'impression de faire du surplace. Elle, elle dit qu'elle a des déjà-vus, c'est-à-dire qu'elle est persuadée d'avoir vécu Une situation. des situations. Oui. Voilà. Elle se met à lire des livres sur les hauts potentiels intellectuels et sur les religions. Je comprends bien qu'elle s'est dit que quelque chose ne fonctionne pas chez elle, mais elle pense qu'elle est supérieure, voilà, qu'elle a une intelligence supérieure et qu'on ne peut pas la comprendre. Toujours pas de suivi Non, médical? non, Aucun? là non, elle refuse tout. Elle Et refuse? comme elle est majeure, je ne peux pas la traîner où que ce soit. Oui, parce qu'elle Puis quand même, elle souffrait de schizophrénie, votre fille? alors pour l'instant, on ne le sait pas. À cette époque-là, on ne le sait pas. Elle a 18 Ah ans. oui, à cette époque, Ah, on ne le sait d'accord. pas. Mmh. Non, pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a tout ça se passe, mais elle ne va pas voir, elle veut pas aller voir de médecin. Sauf que là, eh ben, effectivement, tout d'un coup, se disant qu'elle était peut-être plus intelligente que la normale, elle veut faire un QI. Enfin, elle me dit que elle est sûrement plus intelligente que les autres, qu'on l'a jamais décelée, et que c'est pour ça qu'elle est si différente, qu'elle perçoit le monde si différemment. Donc, elle accepte d'aller voir un psychiatre, mais pas pas celle qui l'a suivie quand elle était adolescente. Oui. Elle va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, je trouve quelqu'un d'autre. Elle y va 3 fois. Et puis, elle stoppe le suivi parce que le jour ne lui correspond pas. Enfin bon, elle stoppe le suivi. Et voilà. Et comme elle est majeure, ben, je ne peux toujours rien. Au lycée, elle se fait attraper la dernière année du bac. Alors, elle a recommencé un cursus. Hein, donc, elle euh, se retrouve âgée, hein, à refaire son cursus scolaire. Mais bon, Mmh. voilà, elle a quand même eu la volonté de le faire. Elle travaille bien. Elle fait cette formation de prothésiste dentaire et elle travaille bien. Elle est contente. Et bon, moi, je me dis que peut-être, si elle a un travail, peut-être que les choses vont se décanter. Bon. Donc, bon an, mal an, malgré la dernière année du bac où c'est compliqué, elle arrive à le décrocher. Il était temps parce que la scolarité recommençait à péricliter. Oui. Elle se fait attraper avec un peu de cannabis juste avant le bac. Et donc, elle a une injonction d'aller dans un centre de prévention.
elle y va une fois, mais elle n'y va plus, et personne ne l'oblige à rien. Donc pour elle, en fait, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est les autres qui sont pas en bonne santé, mais pas elle. Gigi au 7 39 21 nous demande si votre fille n'a pas subi une agression. Alors, Vous dites qu'à partir de l'âge de 13 ans, elle oui, ça change. c'est... Est-ce que Oui. elle aurait gardé secrète Alors, une agression dont elle aurait été victime? on a essayé d'exploiter cette piste, Oui. puisque c'est effectivement ce qu'elle a dit à ce psychiatre, qu'elle avait été ruée de coups un jour dans le bus. Bon, moi j'ai enquêté, personne n'a rien vu. Son frère était dans le bus aussi, il n'a rien vu. Ses amis n'ont rien vu. Bon, par contre, le psychiatre m'avait dit ce jour-là, celui qu'elle a vu 3 fois, qu'il ne faut pas minimiser effectivement les paroles, même si on n'a pas de preuves. Peut-être que ça peut être des paroles qui cachent autre chose. Voilà. Mais on n'a jamais su. Ça, par contre, c'est resté... voilà. Donc du coup, Elle eh accepte bien donc là, d'être suivie par ce psychiatre, m'avez-vous dit? 3 fois. Elle est allée 3 fois, c'est tout. Oui. Et puis elle ne veut plus y aller. Est-ce que malgré le fait qu'elle soit majeure, ce psychiatre vous parle, vous dit quelque chose, ou est-ce il respecte le protocole hein, et le secret médical et il ne vous dit rien? Qu'en est-il? En 3 fois, elle n'a En pas eu 3 l'occasion fois, de me dire, non, de me dire grand-chose. non, Sauf que effectivement, elle avait un comportement triste, peut-être de dépression, oui, mais elle venait de subir une rupture amoureuse. Et il me dit que voilà, elle a raconté cette histoire justement du bus, et que même si ça paraît improbable, ces paroles peuvent cacher autre chose. Mais quoi? mhm, Elle ne dira plus rien. d'accord, Donc elle finit sa scolarité, son bac pro prothèse dentaire, elle est admise en BTS. Donc du coup pareil, hein, elle revient que le week-end. Euh, et puis la séparation d'avec son ami la plonge vraiment dans la dépression, là pour le coup complètement. Et elle a 22 ans et elle fait alors sa première crise de bouffée délirante. Donc elle est avec nous à ce moment-là, on est invité à une fête de famille. Elle a des délires, des hallucinations et ce coup-ci vraiment une perte de la réalité. C'est-à-dire que là, elle nous dit qu'elle voit le diable, qui vient la chercher, que les poissons du lac l'ont appelée. Donc on se rend compte qu'on est passé à côté d'un drame, hein, il y a un lac, et elle dit que les poissons l'appelaient, donc elle aurait pu se noyer. Enfin, franchement, là... bon, après, elle me dit des trucs bizarres, elle me dit que je lui ai toujours menti, que les jumeaux n'existent pas, enfin, délire complètement. Moi, sur le coup, je pense qu'elle a pris quelque chose. Je demande à son frère qui fait des études d'infirmier, je lui demande si ça peut durer longtemps. Donc lui, il me dit ah non, si elle a pris quelque chose, ça va passer, mais bon, ça passe pas. Et puis bon, ça empire. Donc là, on est confronté à... Enfin, on appelle les secours. Donc pour moi, ben voilà, on n'a pas diagnostiqué tôt, puisque quand même depuis 13 ans, ça dysfonctionne. Pas eu de diagnostic. Il y a une crise. Et voilà. Et on a une prise en charge quand la situation dérape. Mais bon, au moins, elle va être prise en main. Donc lors de cette première hospitalisation, je découvre l'hospitalisation à la demande d'un tiers. oui. Donc là, c'est un choc parce que je ne comprends pas pourquoi il faut que je signe un document pour la soigner. Ça, pour moi, là, ça reste un mystère. Je me dis, mais... Pas pour la soigner, en fait, c'est pour la protéger d'elle-même. Oui, il faut plus le voir comme ça, en fait, oui, Isabelle. mais je me dis, à ce moment-là, je me dis, mais bon sang, elle a besoin de soins. Je vais signer un document. Quand elle va être de nouveau en forme, ça va pas faciliter notre relation. Hein. Ça a été le cas, forcément. Bon, mais en tout cas, j'ai la certitude du dysfonctionnement et l'espoir d'une prise en charge. Après, j'aurais préféré ne pas avoir à signer cela et que ce soit, je ne sais pas, que font les parents, que font les jeunes ou les personnes qui n'ont pas de parents. Quelqu'un signe bien à leur place.
soit le préfet, Oui, ben voilà. soit un commissaire de police, soit Oui, on envoie partout dans la rue ici à Paris. oui, c'est ça. Mais je trouve que quelque part, c'est plus confortable parce que moi, ma fille, là, elle sait que j'ai signé un papier pour l'enfermer. Oui, Et c'est sûr que ça va compliquer notre bien relation. sûr, bien Surtout sûr. que ça va se passer d'autres fois. Je ne refuse pas les soins. Je dis juste que c'est difficile pour un parent de signer ce papier. Donc, je fais l'expérience de cette hospitalisation et voilà, du milieu du secteur fermé. Bon, c'est compliqué, mais bon, je me dis on va l'aider, ça y est, on est sur la bonne voie. Donc là, je vis ma première vraie culpabilité, puisque quand elle est hospitalisée, quand elle va légèrement mieux, à peine un peu mieux, elle a des autorisations de sortie. Bon, ça, on me dit, voilà, elle n'est pas en prison, hein, elle a le droit de sortir un petit peu, des heures, ou après un jour ou deux, puis de revenir. Bon, ok. Sauf que quand elle rentre à la maison, on n'arrive pas à la gérer. Euh, Elle veut se jeter sous le train, par exemple, on a une gare juste à côté. Elle continue à être violente, elle veut fuguer. Elle a des effets secondaires. Bon, voilà, elle est désespérée, elle a grossi, elle bave. Enfin bon, elle est Et dans elle un ne prend état. aucun médicament, en fait. Si, là, quand elle est à l'hôpital, elle commence à avoir des antipsychotiques. Donc, le médecin essaie plusieurs thérapies pour essayer. Alors, elle est résistante au début, donc elle a des doses massives de médicaments. Et quand elle sort, même quelques heures ou un jour ou deux, elle est dans un état qu'elle n'accepte pas. Mhm. Donc, du coup, elle me rend responsable de cette situation, puisque elle se dit que c'est moi qui l'ai fait enfermer. Bon, elle n'est plus en capacité, de toute façon, bah, de raisonner. Il nous Je reste suis 7 minutes, Isabelle, hein, je vous le signale. d'accord. Alors, je suis le mauvais objet, etc., etc. Donc, du coup, elle plonge dans la dépression, etc. Elle refait des hospitalisations, elle sort de l'hospitalisation, elle a 2 mois d'hospitalisation à domicile, et puis tout s'arrête. Donc je me retrouve de nouveau avec ma fille à la maison, etc., etc. Oui. Donc je vais aller vite, je vais sauter. Euh, et du coup, voilà, les années qui vont suivre vont être une alternance d'hospitalisation, de sortie d'hospitalisation, de le refus de traitement. Donc comme elle est majeure, on ne peut pas l'obliger. Euh, on attend qu'elle soit toujours dans un état catastrophique pour la réhospitaliser. Voilà, ça va être son parcours non-stop. Heureusement, entre-temps, je vais rencontrer un médecin qui a une autre ordonnance que la rue ou la marginalisation, puisque c'est quand même ce qu'elle m'avait dit la première psychiatre, qu'en fait, il fallait qu'on se protège parce que, voilà, sa seule issue, ça serait d'être SDF ou voilà, qu'elle serait marginale. Donc, bon, j'ai cherché d'autres solutions pour elle. Et, et du coup, j'ai rencontré un médecin qui venait de s'installer sur Toulouse et qui mettait en place une formation qui s'appelle Pro-Famille. Et donc, cette formation à destination des, euh, des familles aide à comprendre la schizophrénie, puisque du coup, un diagnostic était tombé sur schizophrénie ou du coup, un trouble apparenté à la schizophrénie. Et, et un médecin qui est plus tourné vers la réhabilitation psychosociale ou le rétablissement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une visée voilà, de stabilisation et qui redonne confiance. Bon, malheureusement, ce médecin a dû déménager et le Covid est venu là-dessus, donc a rendu le suivi encore plus compliqué. Et du coup, de fil en aiguille, toujours dans ce même schéma de violence, d'alternance d'hospitalisation, etc., on arrive en janvier 2021, où Amandine, elle est à nouveau hospitalisée sous contrainte, dans un état qui s'est détérioré. Et les 6 mois qui vont suivre vont être une descente en enfer. Voilà. Au bout de 3 mois d'hospitalisation, on est en avril 2021, elle est sortante.
j'exprime clairement mon inquiétude au médecin parce elle a encore des délires et bon, elle va pas si bien que ça, mais du coup, bon, il me dit qu'effectivement sa place n'est plus dans un service fermé, c'est vrai, mais le problème c'est que qu'est-ce qui existe pour elle? Ben, rien, dans la mesure où elle n'est pas consentante. Donc il faut rappeler quand même que dans la schizophrénie, être conscient de sa maladie, être consentant, ben, pas consentant, ça fait partie des symptômes. Prendre de la drogue, ça fait partie des comorbidités et elle ne peut pas s'en sortir toute seule. Voilà, si le Bien médecin ne sûr. crée pas une relation de confiance pour l'amener à accepter ses soins, eh ben, on ne va pas y arriver. Pourtant, avec ce médecin, c'est ce qui s'est passé. Donc, il ne pouvait pas la garder, certes, elle ne correspondait plus, mais voilà, il ne pouvait rien faire d'autre. Bon, elle ne veut pas prendre ses médicaments, sauf son traitement antipsychotique tous les mois. En plus, il y a un problème entre le traitement qu'elle avait avec le médecin qui a déménagé et celui-là. Ils ne sont pas d'accord sur le traitement et ça, Amandine, elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre pourquoi un médecin donne un médicament et l'autre ne le donne plus, il ne peut plus le donner. Donc ça Ça la renforce ses perturbe. délires, ça la perturbe. Et, du coup, elle sort dans un état pas terrible. L'infirmier qui l'a su à domicile ne veut plus y aller parce qu'elle est trop agitée. Il avertit le CMP, le centre médico-psychologique, où elle accepte quand même d'aller. Personne prendra cet appel en considération. Et du coup, lors d'une consultation, le médecin du CMP, donc elle est agitée, elle veut absolument ce médicament qu'il ne veut pas lui prescrire, qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne lui prescrit pas. Donc le médecin lui dit de revenir quand elle sera calmée et il lui donne une ordonnance de 3 mois de renouvellement de son antipsychotique en lui disant qu'elle peut trouver un autre psychiatre si elle veut. Donc là, on se retrouve, on n'a plus personne. Seule. Plus d'infirmiers. Voilà, on n'a plus d'infirmiers pour venir faire l'injection. Elle n'a plus de psychiatre. C'est avril, son état se dégrade considérablement. Elle ne veut plus se déplacer nulle part. Les hallucinations, les délires reviennent. Son frère, qui est infirmier à Agen, me dit qu'il va revenir faire son injection et voir s'il peut, en lui parlant, Oui. retravailler quelque chose. Mais bon, c'est trop tard, on n'aura pas le temps. Elle se suicide le 4 juillet. Voilà. C'est une longue traversée du désert que vous avez vécue aux côtés de votre fille. C'est ça. Voilà. Et lors de l'entretien que j'ai eu ensuite avec les médecins que j'ai pu rencontrer après le décès, donc je suis tombée devant des gens qui se serrent les coudes. C'est vrai, qui se cachent, je vais dire, devant évidemment les manques de moyens, ou par exemple le plan vigilant qui n'est pas mis en place en Haute-Garonne, puisqu'Amandine a fait au cours de ces 2 années 3 tentatives de suicide. Elle est ressortie illico de l'hôpital. Une fois, elle s'est taillée les veines, on lui a fait ses 7 points et elle est ressortie de suite, sans prise en compte des tentatives de suicide. Sachant qu'entre-temps, elle avait accepté d'aller voir une psychologue qui m'avait alertée sur ce risque suicidaire. Quand j'en ai parlé à sa première psychiatre, elle a rigolé. Elle m'a dit que les psychologues ne servaient à rien. Personne n'a entendu cette psychologue qui faisait vraiment, qui avait vu ces tendances suicidaires. L'hôpital, chaque fois qu'elle revenait après une tentative de suicide, comme elle revenait de suite, moi j'ai fini par penser que si les psychiatres ne le voyaient pas, que peut-être elle n'était pas tant en danger que ça. Même si j'avais les paroles de la psychologue derrière la tête. Voilà, donc là, ils ont dit, pas les moyens, il n'y a pas à l'époque le plan vigilant, donc c'est un plan qui existe dans certaines régions, où après toute tentative de suicide, il y a un système de recontact et d'alerte. Bon, sur Toulouse, ça n'existe pas, ou en tout cas, ça n'existait pas en 2021. Et du coup, c'est passé complètement à la trappe. Voilà. Vous avez écrit un livre qu'on trouve aux éditions City, Oui. qui s'appelle « Parfois l'amour ne suffit pas ».
pour vous qui nous Oui, écoutez, si vous avez envie d'en savoir plus, encore plus sur l'histoire d'Amandine et d'Isabelle, en tout cas de ses parents. Vous retrouverez les références de ce livre sur notre page Facebook. J'aimerais vous poser une dernière question. oui, Parfois, l'amour ne suffit pas. Pensez-vous vraiment aujourd'hui, euh, en vous tournant vers le passé, que même avec autant d'amour qu'on peut en donner, alors votre titre l'indique, hein, l'amour ne suffit pas, mais il a l'air de manquer tellement de choses. Il a eu l'air de manquer tellement de choses autour de vous, parents, et autour d'Amandine. oui, ça, l'amour, elle en a eu, hein. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on a pu, mais il lui manquait le soin. En fait, il manquait la prise en charge. Il manquait le relais quand elle sort de l'hôpital. Il manquait ce relais, cette continuité, ces équipes mobiles qui sont demandées par les associations, voilà, qui pourraient suivre, Qui manque cruellement. qui manquent cruellement, voilà, Ouais. pour éviter, parce qu'après on dit qu'il manque de lits, mais en fait, si on évitait les réhospitalisations, bah déjà il y aurait besoin de moins de lits. Mais comme il ne se passe rien d'une hospitalisation à l'autre, pour certains bien sûr, comme pour Amandine, forcément, eh ben, on tourne en rond. Elle sort de l'hôpital, il n'y a pas de suivi, elle rechute, soit elle arrête le traitement, soit elle le prend mal, soit elle refuse, soit elle va pas bien. Et du coup, elle se retrouve à l'hôpital et il n'y a pas de lit. Et moi, j'ai été confrontée aussi à ce manque de lit, entre guillemets, où quand même, une fois, elle était, voilà ce qu'on m'a dit, il y avait pire qu'elle, donc il n'y avait pas de place à l'hôpital public parce qu'il y avait pire qu'elle. Et à l'hôpital privé, ben, même en clinique privée, là où elle avait été reçue la première fois, ils l'avaient jugée tellement agitée que là, il était en tension, donc ils ne pouvaient pas la recevoir non plus. Donc cette fois-là, elle est rentrée à la maison parce qu'à l'hôpital, elle n'était pas assez Ça, malade, on va dire, ouais, pour l'hôpital public et trop pour la clinique privée. Et ça, moi, et nous, la famille, on l'a récupérée dans un mhm, état catastrophique. ça, Et surtout, ça conclut exactement tout ce que vous avez vécu. Finalement, on n'est pas équipé, on est démuni, mais le système est totalement démuni devant les maladies psychotiques en règle générale, malheureusement. Et le problème, c'est le consentement. Quand ils sont majeurs, ma fille, elle était majeure, donc le consentement, elle ne le donne pas. Donc pas de consentement, pas de soins. Mais oui, quand même, ne pas donner le consentement, c'est un des symptômes. Elle ne se reconnaît pas malade. mais oui, puis quand on parle de maladies psychotiques, cette notion de consentement devrait totalement disparaître. Oui, Et la responsabilité devrait, comme vous l'avez fait quand vous avez signé une hospitalisation par tiers, euh, les choses devraient se passer comme ça, mais dès le début. C'est-à-dire que une, une femme, un homme, une jeune femme ou un jeune homme, ado parfois, 18 ans, hein, jeune adulte, on va dire, souffrant de maladies psychotiques, n'a plus la capacité de décider pour lui-même. Il n'est plus responsable. Et oui. c'est là que les choses pêchent cruellement. Merci en tout cas pour votre témoignage, Isabelle, sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. On vous souhaite bien évidemment beaucoup de courage, beaucoup de force pour affronter mais, cette terrible épreuve. Et puis, vous qui nous écoutez, encore une fois, vous pourrez retrouver les références du livre qu'Isabelle a écrit aux éditions City. L'amour, parfois l'amour ne suffit pas. Merci Isabelle. Merci Olivier. Merci. Au revoir. Au revoir.